À tous, présents à venir, bienvenue sur cette chaîne. Je pensais faire un format court, mais je n'ai pas résisté à la tentation de faire un reportage sur le Brexit. C'est donc l'objet de cette vidéo. Nous allons donc prendre la situation à ce jour, nous sommes en mai 2019. Les Britanniques ont voté en 2016 pour quitter l'Union européenne suite à un référendum. Le gouvernement britannique a activé ce qu'on appelle l'article 50 du traité de Lisbonne, qui lance les négociations de retrait avec l'Union européenne en 2017. Et donc maintenant, en 2019, récemment, la décision a été prise de prolonger cette période de négociation jusqu'en octobre 2019. Depuis 2017, que s'est-il passé? Il y a eu un espace de négociation qui a été ouvert entre les négociateurs britanniques et les négociateurs européens, qui a abouti à un texte de 585 pages qui est connu sous le nom de Protocole d'accord de retrait du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne. C'est un texte très important que vous pouvez retrouver ci-dessous dans toutes les langues de l'Union européenne. C'est d'ailleurs à signaler qu'il y a eu un effort de transparence dans les négociations parce que l'ensemble des documents et le protocole d'accord sont disponibles sur Internet, soit sur le site de la Commission, soit sur le site du Conseil. Je vous mets les références également ici en annexe. Ce protocole de retrait commence par dire qu'il faut une période de transition entre le moment où le divorce sera prononcé et le moment où il y aura de nouveaux accords entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Ce protocole d'accord est donc surtout une description de cette période transitoire. Pendant celle-ci, grosso modo, les règles de l'Union européenne continuent à s'appliquer au Royaume-Uni. Pour bien décrire le jeu, on va commencer par donner quels sont les résultats possibles des différentes négociations et on va associer à ces différents résultats ce qu'on appelle une utilité, si vous voulez, la manière dont les objectifs des uns et des autres sont rencontrés par ces différents résultats. Nous allons ensuite décrire quelle est la manière dont le jeu se déroule, ce qui nous permettra de déterminer quel est le résultat le plus possible, le plus probable de ces négociations. Commençons donc par les différents résultats possibles. L'Union européenne connaît 5 types de relations. La première est la plus facile, un État fait partie de l'Union européenne. La deuxième relation, c'est ce qu'on va appeler une relation à la norvégienne. La Norvège fait partie de 2 accords avec l'Union européenne, mais ne fait pas partie de l'Union européenne. Ces 2 accords sont l'EFTA, pour l'European Free Trade Agreement, et l'EEA, pour l'European Economic Area. Qu'est-ce que cela donne comme possibilité pour la Norvège? La Norvège a ainsi accès au marché européen et pour cela, elle paye une redevance pour avoir accès à ce marché. Elle a également l'obligation de respecter beaucoup de règles édictées par l'Union européenne sans avoir droit à pouvoir les voter ni pouvoir avoir un droit de blocage sur ces différentes règles. Le troisième type d'accord, on va appeler ça l'accord à la Suisse. Alors la Suisse fait également partie de l'EFTA, mais ne fait pas partie de l'EEA. Ça signifie quelque chose, ça signifie en fait que les Suisses ont accès au marché européen, mais un marché plus limité que celui de la Norvège. Les Suisses ont également une obligation de respecter certaines règles européennes, mais pas toutes. Par exemple, l'ensemble des règles sur le monde financier ne sont pas repris dans les différents accords avec la Suisse. Un point important dans les 2 accords norvégiens et suisses, c'est la liberté de mouvement des travailleurs européens. Vous ne le savez peut-être pas, mais tout à fait récemment, la Suisse a dû lever toute une série de barrières à la mobilité des travailleurs suisses en Europe et à la mobilité des travailleurs européens en Suisse. C'est également le cas pour la Norvège. Il y a donc là une certaine liberté de mouvement des travailleurs. On peut s'installer en Suisse pour pouvoir y travailler. Le 4e type d'accord, c'est un accord que, ici en Wallonie, on connaît fort bien. C'est l'accord avec le Canada, le fameux CETA. Pourquoi est-ce qu'on le connaît bien en Wallonie? Parce que notre gouvernement régional s'y est opposé pendant très longtemps. Tout à fait récemment, la justice européenne a admis que le système d'arbitrage entre les entreprises et les États sont tout à fait compatibles avec les règles européennes et donc il y a fort à parier que ce CETA va être ratifié tout à fait prochainement. Que dit ce protocole d'accord? Ce protocole d'accord-là lève en fait toute une série de barrières entre l'Union européenne et le Canada. On parle de 98% des barrières commerciales qui sont ainsi levées. Par contre, contrairement aux accords
de la Norvège et de la Suisse, il n'y a pas de mobilité de personnes. Enfin, le dernier accord, ce sont les accords du commerce mondial, des accords de l'Organisation mondiale du commerce, la WTO, World Trade Organization. Ce sont juste des accords qui permettent de fixer des règles pour les droits de douane et pour la mobilité des biens, les mobilités des personnes étant fortement réduites dans ce genre d'accord-là. Les 5 types de relations que je viens rapidement de décrire sont des relations qui sont possibles si le Royaume-Uni marque son accord par rapport au protocole de retrait. S'ils ne le font pas avant octobre 2019, il y a encore 2 autres possibilités. Soit il n'y a pas d'accord du tout, soit le Royaume-Uni revote et réintègre l'Union européenne. Si il n'y a pas d'accord du tout, soit le Royaume-Uni et l'Europe constatent qu'il n'y a pas d'accord du tout, soit l'Union européenne peut encore éventuellement être d'accord de renégocier avec le Royaume-Uni. On verra l'ensemble de ces différents cas de figure dans la description du jeu. Focalisons-nous maintenant sur les attentes des négociateurs européens et britanniques. On va commencer par les Européens. Je pense qu'on peut résumer les attentes de ces négociateurs en 4 points. Le premier est d'éviter la tentative du l'exit des autres pays européens. Il suffit de voir certains programmes politiques en Allemagne, en France ou en Belgique, je pense à Alternative für Deutschland, au Vlaams-Belang et au Rassemblement National, qui sont clairement europhobes, pour comprendre que là, il y a effectivement un danger. Le deuxième point, c'est de conserver une relation commerciale forte avec le Royaume-Uni. On peut estimer que les échanges commerciaux entre l'Europe et le Royaume-Uni comptent pour 10% des échanges intra-européens. C'est donc pas 2,50 €. Le troisième aspect est celui de la sécurité. En effet, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'organisations terroristes qui sont encore en œuvre dans le monde aujourd'hui, et également beaucoup d'organisations mafieuses, d'organisations criminelles qui sont mondiales, et donc avoir accès à une information commune, pouvoir s'échanger les informations dans la lutte contre le terrorisme et contre les organisations criminelles est vraiment clé. Et puis n'oubliez pas, le Royaume-Uni, c'est quand même le pays de James Bond. Quatrième point, c'est de conserver un point international important pour l'Union européenne. Alors on peut discuter sur le fait que est-ce que l'Union européenne existe en tant que quantité propre sur la scène internationale, mais il faut quand même reconnaître que les Britanniques, avec leur histoire, avec leur poids, c'est un pays qui compte en termes diplomatiques. Et c'est beaucoup plus simple de pouvoir travailler avec eux que de travailler contre eux. Passons maintenant aux objectifs des négociateurs britanniques. Ces objectifs sont repris dans un document officiel qui a été validé par le Parlement britannique en 2017, qui est un white paper, dont je vous mets les références également ci-dessous. Il décrit 12 objectifs que je vais vous mettre dans un tableau. De ces 12 objectifs, je vais personnellement en prendre 4 pour simplifier un petit peu mon histoire. Le premier objectif est celui de la liberté législative. Les Britanniques veulent reprendre l'entièreté du contrôle de leurs lois. Le deuxième objectif est celui de la mobilité des travailleurs, ou aussi appelé, je pense malheureusement, immigration. C'est clairement un des objectifs des Brexiteurs. Le troisième objectif est d'avoir accès encore au marché européen. Pour le Royaume-Uni, c'est 40% de leurs exportations qui se font vers l'Europe. C'est donc très important économiquement parlant. Et le quatrième objectif est celui de la sécurité. Aussi, comme pour l'Union européenne, les Britanniques sont intéressés par avoir une collaboration des forces de police et de renseignement très forte avec l'Union européenne pour exactement les mêmes raisons. Maintenant que nous avons les différents types de résultats que l'on peut atteindre et que nous avons les objectifs des différents négociateurs, on va pouvoir mélanger tout ça et essayer de voir dans quelle mesure les différents résultats atteignent ou n'atteignent pas les objectifs des négociateurs. Pour cela, je vais utiliser une échelle très simple en me posant la question suivante. Est-ce que ce type de résultat répond à tel objectif, un peu, beaucoup ou pas du tout? Pas du tout, je mettrai un score de 0. Un peu, je mettrai un score de 3. Tout à fait, je mettrai un score de 5. Je vais donc construire un tableau avec les différentes options possibles pour les différents négociateurs et ainsi exprimer si ce type d'accord-là répond tout à fait ou pas du tout à leur objectif. Allons-y. On va commencer par établir le tableau des correspondances entre les objectifs
et les différents modèles de relations sur base du constat qu'il y a un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur le retrait. On a un accord à la norvégienne, on a un accord à la Suisse, on a un accord au Canada, à la manière du Canada, et on a un accord façon WTO, façon Organisation mondiale du commerce. Et en ligne, pour le Royaume-Uni, je vais mettre les 4 objectifs que j'ai décrits tout à l'heure, à savoir la loi, la liberté de reprendre l'autonomie de ces lois, la liberté de mouvement des travailleurs qui doit être limitée, l'accès au marché intérieur européen et les aspects sécurité. Prenons maintenant l'accord à la norvégienne. Comme je l'ai expliqué, la Norvège doit appliquer beaucoup de lois européennes. Ici, je vais donc simplifier, je veux dire que par rapport aux objectifs britanniques, le score est de 0. Même chose pour la liberté de mouvement, le score est aussi de 0. Au niveau de l'accès au marché européen, le score est de 5. Par contre, il n'y a pas d'accord entre l'Union européenne et la Norvège sur l'échange de données de type sécurité, et donc on score 0. Un modèle à la norvégienne score donc pour les Britanniques 5 points. Prenons maintenant le modèle de la Suisse. Le modèle de la Suisse, donc il y a un certain nombre de lois que les Suisses, un certain nombre de lois européennes que les Suisses ne doivent pas suivre, donc on va scorer là 3. Pour la liberté de mouvement, comme je l'ai expliqué, c'est tout à fait récent, beaucoup de barrières ont été levées à ce niveau-là, donc là je vais scorer 0. Pour l'accès au marché intérieur, il est plus limité que celui du cas norvégien, je vais donc mettre un 3. Et au niveau de la sécurité, là aussi, pour faire simple, il y a peu ou pas du tout d'accord entre l'Union européenne et la Suisse en termes d'échange de données pour le terrorisme et les organisations criminelles. Je mets donc un score de 0. Ce qui fait au total un score de 6 pour ce modèle-là. On fait la même chose pour le Canada, et vous allez voir que c'est probablement le modèle le plus intéressant pour les négociateurs britanniques. En effet, pas de contraintes au niveau des lois, on peut mettre des barrières à l'entrée en ce qui concerne les travailleurs, on a quand même accès à un marché intérieur européen dans le cas des Britanniques vis-à-vis de l'Europe, mais quand même limité, je vais donc mettre là un score de 3. Il n'y a pas ou peu d'accords de coopération entre le Canada et l'Europe, et donc il n'y aura pas ou peu d'accords entre l'Europe et le Royaume-Uni dans le cas de ce genre d'accord. Et donc, ce type de modèle correspond à un score de 13 pour le Royaume-Uni. Enfin, prenons le cas de l'Organisation mondiale du commerce. Là, au niveau des lois, il y a effectivement pleine liberté aux Britanniques de faire ce qu'ils veulent avec leurs lois. On score 5. Au niveau de la liberté de mouvement, il y a moyen d'interdire l'accès au marché du travail. On peut donc mettre un score de 5. Par contre, l'intérêt d'avoir accès au marché local européen est très réduit. On score 0. Même chose pour la sécurité, c'est très compliqué, ou en tout cas beaucoup plus compliqué que dans les autres, comme dans le modèle intégré, donc on score également 0. Et donc, le modèle de relation avec l'Union européenne et le Royaume-Uni selon les règles du marché international, on peut lui donner un score de 10. Maintenant, on va faire le même exercice, mais un peu plus rapide pour l'Union européenne. Je vais faire très vite, vous avez compris la démarche. Au niveau du modèle norvégien, on retrouve quand même là-dedans un certain intérêt pour des pays à vouloir quitter l'Union européenne, donc on va lui mettre un petit score de 3. On a par contre toujours accès au marché britannique 5, et on n'a pas d'accord de sécurité, et au niveau du poids international, on a perdu la Grande-Bretagne, et donc c'est quand même pas terrible, donc on score 0. Et donc là, on a un score de 8. Pour la Suisse et pour le Canada, c'est grosso modo pour l'Union européenne kiff-kiff. Donc on score 3 et 3 en termes d'éviter des autres pays, la tentation de d'autres pays de quitter l'Union européenne, et on met également un 3 pour l'accès au marché britannique. Par contre, on met bien 0 sur les deux autres, et donc pour les deux modèles, on a un score de 6. Et pour le modèle à l'Organisation internationale du commerce, on va scorer simplement 5 en termes d'éviter aux autres pays la tentation du Brexit, parce qu'effectivement là, on se rend compte que les accords sont quand même pas top. Par contre, on a bien 0 sur l'ensemble des autres critères. Et donc, le résultat qui aboutirait à des accords entre les Britanniques et l'Union européenne sont, comme pour les autres pays du monde, scoraient que 5 pour les négociateurs européens. Prenons maintenant le cas où les Britanniques ne sont pas d'accord avec le protocole de retrait
et donc en octobre 2019, il n'y a pas d'accord. Donc là, on peut grosso modo dire qu'il y a trois voies possibles. Soit le gouvernement de Theresa May tombe à cause de cette situation, et il y a de nouveau un vote pour élire un nouveau Parlement et un nouveau gouvernement, vote qui s'apparente très fort à un référendum pour l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne, et imaginons dans ce cas de figure que le Remain gagne cette fois-ci. On peut dire qu'au niveau de l'objectif de la loi, le score est clairement 0, c'est absolument pas ça que les négociateurs veulent atteindre. Même chose au niveau de la liberté du mouvement des travailleurs. Par contre, au niveau de l'accès au marché intérieur européen, ça reste comme aujourd'hui, et donc on peut scorer clairement 5. Et au niveau de la sécurité, il n'y a pas de raison que ça change par rapport à aujourd'hui, et que même ça se renforce. On peut donc également scorer, mettre un score de 5. Ce qui fait donc un score total pour cette option-là de 10. Au niveau d'éviter un Brexit, c'est clair que si l'Union européenne et le Royaume-Uni restent ensemble, c'est 5. C'est clairement un signal fort vers ceux qui seraient tentés vers un exit. Avoir un accès au marché britannique, c'est 5. La sécurité, c'est 5. Et conserver son poids international, c'est 5. Donc on score clairement 20 si les Britanniques restent dans l'Union européenne. Maintenant, si jamais le gouvernement de Theresa May ne tombe pas, ou si jamais les Britanniques confirment le leave, à ce moment-là, on peut se retrouver face à deux cas de figure. Il n'y a pas d'accord, ok, l'Union européenne dit il n'y a pas d'accord, on applique donc de facto tout de suite, brutalement, les accords mondiaux du WTO. Je vais quand même tenir compte du fait, dans cette hypothèse-là, que c'est brutal, et que ça va donc peser très lourd sur l'économie britannique. Et donc je vais mettre un petit -3 au score obtenu par l'accord du WTO pour mettre en évidence le fait que ça va quand même être très 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 douloureux pour les Britanniques. Un petit peu pour l'Europe aussi, mais surtout pour les Britanniques. Imaginons maintenant que l'Europe a tellement peur de ce résultat-là qu'elle est d'accord de renégocier avec les Britanniques le protocole d'accord et décide donc de directement établir les relations commerciales futures avec le Royaume-Uni. Et que dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où le Royaume-Uni est vainqueur des négociations. Là, on se rend bien entendu compte que les Britanniques vont avoir, par exemple, 3 sur l'ensemble de leurs critères pour faire une moyenne pour ne pas dire qu'ils vont tout obtenir. Par contre, au niveau de l'Union européenne, c'est beaucoup plus compliqué. Le premier objectif qui était d'éviter la tentation pour d'autres pays n'est absolument pas atteint dans ce cas-là. Donc là, on a clairement 0. Par contre, on pourrait encore admettre qu'on a accès au marché britannique et donc on va scorer 3. On pourrait aussi admettre qu'on ait éventuellement un accord de sécurité avec eux et on a un accord de 3. Et par contre, au niveau du poids international, on aura quand même perdu les Britanniques et donc on en aura 0. Et donc ce genre de situation où l'Europe devrait renégocier par rapport aux objectifs poursuivis par les négociateurs à ce jour, on pourrait le scorer à 6. Je vais maintenant dessiner les différentes phases de jeu. Comme il est de tradition, ce sont les Britanniques qui tirent les premiers, ce qui normalement donne un certain avantage. On verra ça plus tard. À ce stade donc, en mai 2019, ils ont 3 options. Soit ils sont d'accord avec le protocole de retrait, soit ils ne sont pas d'accord avec le protocole de retrait, soit le gouvernement n'arrive pas à s'entendre, tombe, on revote, et la conclusion, comme je l'ai expliqué dans mon petit scénario, c'est que le Remain gagne, et donc l'Union européenne et le Royaume-Uni restent ensemble. À noter que si le Royaume-Uni décide de ne plus quitter l'Union européenne, la partie s'arrête là. L'Union européenne doit accepter cette décision. Et donc le jeu s'arrête. Dans l'option où il y a accord, l'Europe, à ce moment-là, peut commencer à jouer et tenter d'obtenir les 4 accords autres que appartenir à l'Union européenne. Et peut donc tenter d'obtenir les différents résultats qu'elle souhaite, mais en dernier lieu, c'est encore le Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord qui décident s'ils sont d'accord avec les propositions européennes. Reste le no deal brutal. Il n'y a pas d'accord en octobre 2019 et le livre continue à rester l'option choisie par les Britanniques. Là, on a 2 options, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Soit on a un accord brutal, on n'a pas d'accord,
et c'est brutal, et donc on se retrouve dans une situation assez équivalente au commerce international avec mon -3 pour les Britanniques, soit l'Europe renégocie avec eux. Voilà maintenant le tableau complet de l'ensemble des possibilités et du déroulement du jeu. Alors c'est évidemment une énorme simplification, j'en suis bien conscient, et dans les 4 critères que j'ai choisis, on pourrait en choisir bien d'autres bien entendu. Mais je pense que cette analyse est assez intéressante. Qu'est-ce que l'on peut constater quand on regarde ce tableau? Que si le gouvernement britannique arrive à faire un petit peu d'unité autour de lui et que les Britanniques arrivent à accepter l'accord de retrait, le protocole de retrait, en fait, grosso modo, ils jouent dans un fauteuil. Et que, tant pour l'Union européenne que pour les Britanniques, l'accord à la canadienne semble être le meilleur résultat possible. Par contre, en cas de no deal, avec les points que j'ai pris, avec l'hypothèse que j'ai prise, avec ma perception de ce qui se passe, en cas de no deal, l'Europe aurait peut-être quand même intérêt à renégocier avec le Royaume-Uni pour obtenir un accord plus global. Alors évidemment, c'est tout à fait discutable, je suis très humble par rapport à ce résultat-là, mais je pense que c'est assez intéressant de voir qu'est-ce qui est le plus important en fait pour l'Union européenne. Est-ce que c'est le fait de maintenir des accords commerciaux et la sécurité versus le fait qu'on évite d'autres exits. Ce qui veut donc dire aussi que, et c'est une hypothèse que vous avez certainement comprise dès le départ, je n'ai fait aucune différence dans mes 4 critères britanniques et dans mes 4 critères européens. Si vous voulez y mettre des pondérations entre ces différents critères, c'est tout à fait possible. Vous refaites les calculs et vous verrez quelles sont les conclusions que vous pouvez vous-même tirer de ces différents types de jeux. Enfin, la dernière option, et qui est la meilleure pour l'Union européenne, c'est que l'Union européenne et le Royaume-Uni restent ensemble. Mais ce n'est pas dans les mains de l'Union européenne. Et c'est évidemment un gros problème en termes de négociation. On pourrait imaginer que l'Union européenne voudrait, par exemple, influencer les Britanniques et de laisser tomber le gouvernement, etc. Mais ça ne se fait pas entre démocraties, ça ne se fait pas entre démocraties. Non, non, ça ne se fait pas. Non. Non, non. Ça peut pas. Pas bien. Voilà, ceci clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris certaines choses. On peut tout à fait discuter de tout ça dans les commentaires. Soyez bienveillants les uns avec les autres, s'il vous plaît, c'est important pour moi. Si vous voulez soutenir la chaîne et m'aider à acheter un petit peu de matériel, vous pouvez acheter les t-shirts sur Spreadshirt, donc je vous mets la référence ci-dessous. Je vous dis à la prochaine fois, qui sera pour le coup une vraie vidéo courte, un vrai format court, où je continuerai un petit peu sur la lancée du Brexit. J'ai quelques exemples assez comiques à vous présenter. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!